Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Canicule, sécheresse, Niger, Macron, le pitoyable de l'été. Avant de traiter toutes ces informations, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal. Aujourd'hui sont à l'honneur Anissé, VTT Pollux, Aknachine, Nordoc et le Darwinien. Merci à eux, ce sont des fidèles parmi les fidèles. Et puis, je voulais vous remercier pour votre soutien indéfectible, vos petits pouces levés, les gentils messages. Je n'ai pas beaucoup répondu, mais c'était le week-end. J'ai fini très tard hier ma vidéo. Vous avez dû vous en apercevoir. Et puis, je tenais aussi à vous remercier pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Allez, on ne va pas changer une habitude. La météo, eh bien, allez dans la suite de ce que je vous ai dit. Nous sommes en présence d'une canicule asymptomatique qui va s'installer sur toute la France durant les 2 premières semaines d'août. Pluie sèche, température très fraîche mais au ressenti tropical. Le nord de la France est proche de l'ébullition. On plaisante un petit peu, mais ce que je viens d'annoncer, les journaux commencent à en parler. Notamment, nous avons un article dans le Figaro. Les températures vont fortement baisser dans le courant de la semaine prochaine avec en moyenne 5 degrés de moins par rapport au normal de saison. Coup de fraîcheur sur la France après 2 semaines marquées par de fortes chaleurs. Alors je ne sais pas où elles sont ces fortes chaleurs depuis 2 semaines puisque ce que je vous ai présenté justement, c'est que le nord était déjà en dessous des normales de saison, principalement dans le sud du pays, oui. Les températures vont fortement chuter dès ce mercredi 2 août, avec en moyenne 5 degrés de moins par rapport au normal de saison. Une météo digne d'un début du mois d'octobre, rapporte la chaîne Météo. Le thermomètre pourra en effet descendre jusqu'à 16 degrés le samedi 5 août, soit 5 degrés de moins que la moyenne. Et on annonce également de la pluie, voire de la neige. À cela s'ajoute l'arrivée d'un air polaire maritime par le nord et les îles britanniques, qui emportera avec lui beaucoup d'humidité sous forme de pluie et d'averses. Ajoute Gilles Matricon, tiens, un joli nom. De fortes pluies s'abattront sur le nord de la France. Les cumuls de précipitations pourraient franchir les 100 mm dans le nord-est, informe la chaîne Météo à travers cette carte. La météo devient un gag permanent. Les ministres Emmanuel Macron ont communiqué sur la sécheresse, sur le plan eau. Ils nous avaient annoncé des étés caniculaires et nous avons exactement l'inverse. Souvenons-nous, on va pas aller très loin, le 21 juillet, remaniement, l'une des grandes urgences de l'été, c'est la sécheresse. Eh bien, la météo nous annonce des inondations. Comment peut-on se tromper autant? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. Emmanuel Macron communique essentiellement sur la tendance du moment. C'est l'homme sans passé, c'est l'homme sans avenir. Il est prêt à communiquer d'ici 15 jours s'il y a des inondations sur un grand plan inondation avec canaux pneumatiques à la clé. Ridicule sur la scène nationale, mais il est autant sur la scène internationale. Voyez ce qui se passe au Niger, il y a un coup d'État. Les Français ne sont plus les bienvenus, comme le montre cet article du Figaro. Des manifestants, partisans des militaires putschistes du général Tiani, scandent des chants anti-France et brandissent des drapeaux russes. Paris condamne les violences. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Lorsque Emmanuel Macron a décidé de se mettre sous la bannière étoilée de l'oncle Sam, est-ce qu'il a mesuré les conséquences pour notre pays? Conséquences diplomatiques, conséquences économiques. Quand on regarde les conséquences économiques, eh bien évidemment c'est une catastrophe. Nous avons perdu le marché russe, c'est plus de 22 milliards d'exportations et puis les entreprises françaises ont fait des pertes sèches. Je vous avais parlé de Renault qui avait perdu 1 milliard sur le marché, donc russe. Nous finançons un pays en faillite. L'Ukraine, ce sont des centaines de millions d'euros qui sont donnés à l'Ukraine et que nous récupérerons jamais, alors que nos hôpitaux manquent de tout, alors que nos écoles sont en sous-investissement. Et puis, notre image s'est fortement dégradée à l'étranger. Sur le continent africain, nous nous faisons tailler des croupières. Le sentiment anticolonial français, évidemment, se développe et nous perdons du terrain chaque jour. Jusqu'au Niger, un de nos alliés les plus précieux puisque nous avons des mines d'uranium nécessaires à notre filière nucléaire. Emmanuel Macron défend les intérêts américains, il ne défend certainement pas les intérêts français.
Et puis, quelle image pour la France. Lorsqu'on allume la télévision, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des drapeaux français brûlés, on voit des manifestants scander des slogans hostiles à notre pays. Nous sommes dans un état de faiblesse absolue. Et où est-il, ce président de la République? Tiens, on va regarder ce qu'il est en train de faire. Eh bien, l'agenda du président n'est pas disponible aujourd'hui. Et oui, il y a une crise majeure au Niger, la France va mal et nous n'avons plus exactement l'agenda d'Emmanuel Macron. La dernière fois que nous avons eu vraiment des nouvelles, il faisait le guignol auprès d'un papou en Nouvelle-Guinée. Et il nous a bien sûr fait honte, hein, c'est une habitude avec Emmanuel Macron. Il s'adresse aux téléspectateurs en anglais d'un égaille bien vulgaire, comme s'il était un animateur de jeux télévisés américain. Et vous savez qu'Emmanuel Macron a misé sur le cheval Biden. Hein. Il a eu le nez, Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il y a une erreur à faire, il la commet. En ce moment, la presse mondiale ne parle que du procès Hunter Biden. Et la presse française, évidemment, eh bien, un titre sur Hunter Biden. Ah, pas du tout. C'est la seule chose que j'ai trouvée sur l'actualité américaine sur LCI. Stupide fils de paix. En meeting, Donald Trump insulte de nouveau Joe Biden. J'adore LCI parce que on a presque envie de dire qu'ils ont des modèles de désinformation à montrer aux apprentis journalistes. L'information principale, c'est le procès Hunter Biden. Il communique sur Donald Trump. Et sur quoi? Sur une grossièreté qu'il coupe. Parce que le vrai terme, c'est stupide fils de paix au niveau de la corruption. Et il faut donc expliquer ce que signifie cette grossièreté de Donald Trump. Pas du tout. Ils communiquent sur les anciennes grossièretés de Donald Trump. Ils accusent Donald Trump alors que la presse américaine pointe du doigt Joe Biden. Bravo, la tentative de diversion. Alors aux États-Unis, il y a des paris qui sont lancés sur ce personnage Archer. C'était le meilleur ami d'Hunter Biden. Ils ont fait des affaires ensemble et certains affirment qu'il va tout balancer au juge. C'est ce qu'on entend par exemple sur Fox News. L'ancien employé meilleur ami de Hunter Biden, Devon Archer, veut témoigner. Hunter Biden a appelé le vice-président de l'époque, Joe Biden, au moins 24 fois avec des associés commerciaux à l'étranger et dont Devon Archer. Est-ce que Devon Archer va livrer Joe Biden sur un plateau à la justice? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain. Et puis, il y a un autre personnage américain qui est accusé également de certaines choses. En tous les cas, il y a d'énormes spéculations. C'est l'ancien président Obama. Pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi l'histoire, vous voyez le personnage barbu en bas sur la photographie, c'est le chef cuisinier personnel de Barack Obama. Donc il y a quelque temps, ce chef cuisinier sort de la maison de Barack Obama, j'ai envie de dire magnifique manoir, hein, qui borde une étendue d'eau, et ce chef cuisinier décide de faire du paddle. Nous sommes en été. Et là, coup du sort, coup du destin, ce chef cuisinier se noie. Vous imaginez ce que peuvent écrire les complotistes, sachant que le chef cuisinier des Clinton est mort lui aussi. Donc, certains ont imaginé que Barack Obama aurait assassiné son chef cuisinier. N'importe quoi. D'ailleurs, je le prouve, Barack Obama est détendu, il joue au golf, il a fait taire toutes les théories du complot. Hein? Quoi? Il faudrait que je zoome sur Barack Obama? Et pour quelle raison? On va le faire, on va zoomer. Hein. Tiens, il porte des pansements, il a un cocard, comme s'il s'était battu. Ouh là 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 là, les théories du complot vont être ravivées. Je ne sais pas si la mort de ce chef cuisinier a été maquillée, cet assassinat aurait été maquillé en accident, ça je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, par contre, c'est que ce cocard et ses pansements font très très mauvais genre. Sans transition, nous allons parler de la situation internationale et notamment du conflit ukrainien. J'ai vu l'excellente émission de Régis de Castelnau avec comme invité principal Hervé Carès. Les deux compères ont évoqué la situation des exportations de blé et Hervé Carès a cité Georges Kusmakovitch
qui a fait une analyse notamment sur ses exportations de blé. Les producteurs de céréales russes sont très avantagés et pourront écouler donc leur stock à un prix élevé. La Russie devient le fournisseur principal de pays en grande fragilité alimentaire, renforçant considérablement son emprise géopolitique sur eux, en particulier en Afrique. Lorsqu'on voit ce qui se passe au Niger, c'est QFD. Les cours du blé vont s'envoler encore, aggravant l'inflation mondiale, en particulier dans les pays qui la subissent déjà le plus, tout en enrichissant davantage la Russie. La décision des pays d'Europe centrale et de l'Est rendra le transit du blé ukrainien à travers l'Europe très difficile, puisqu'en effet, ils veulent un blocus, puisque les céréales ukrainiennes vont évidemment à l'encontre de leur production nationale. Il y a de forts risques de déstabilisation du marché des céréales en Europe de l'Ouest, et même on peut dire que par rapport à ce qui s'est passé précédemment en Europe de l'Est et centrale, car il est improbable que le blé ukrainien puisse être massivement embarqué dans les ports de l'Union européenne, et avec tous ces transports, son coût sera de toute façon non compétitif. L'Ukraine perd quasiment 500 millions de dollars de revenus par mois avec la rupture de cet accord. Tout cela est amplifié par le fait que la Russie et la Chine sont les principaux producteurs d'engrais du monde et que plusieurs usines importantes d'engrais ont été fermées en Europe puisque le gaz est le composant principal des engrais. Georges Kuzmanovic vient confirmer ce que nous avions annoncé depuis de longues semaines. La Russie est en train de gagner son bras de fer contre l'Occident, son bras de fer économique. Nous avons vu que diplomatiquement, le sommet Russie-Afrique a été un grand succès, il ne manque plus que des victoires sur le terrain militaire. Eh bien, c'est ce qu'affirme toujours Hervé Carès. En effet, le 28 juillet, des attaques russes avaient étendu la première tête de pont qui avait commencé le 17 juillet du pont Nord à environ 2 km à l'ouest, au point que le site de passage n'était plus sérieusement menacé par des tirs directs. À ce stade, les défenses ukrainiennes dans la région ont commencé à se déformer malgré l'envoi de réserves. Et le 23 juillet, vous avez vu, eh bien, cela a permis de fusionner les deux têtes de pont. Le 23 juillet, les Russes ont réussi à relier les deux têtes de pont et à commencer à pousser vers l'ouest. Les forces ukrainiennes ont commencé à battre en retraite alors que leurs flancs étaient exposés et qu'elles étaient menacées d'encerclement. Les Russes ont forcé une autre petite tête de pont à 5 km au nord le lendemain. Voilà, cela inquiète évidemment l'état-major ukrainien puisque la route de Liman risque d'être ouverte. Les Russes sont sur l'Oskol, qui est une rivière dont ils ont besoin pour poser une grande partie de leurs troupes. Alors, quelle est la réponse des Ukrainiens ? Vous connaissez, lorsqu'ils sont en difficulté, eh bien, ils communiquent avec ce genre de nouvelles. La guerre en Ukraine, Kiev lance une nouvelle attaque de drones, un commissariat de police russe visé. En tous les cas, c'est la meilleure preuve que l'armée ukrainienne subit quelques déboires. En effet, il faut détourner l'attention par des attaques de drones. Nous avons l'habitude de ce type de procédé. Dans la presse anglo-saxonne, il n'y a plus grand monde pour croire à un succès de Kiev. Ils évoquent même, en tout cas les éditorialistes, le guêpier ukrainien, comme ils avaient évoqué autrefois le guêpier vietnamien, ou comme ils avaient évoqué il n'y a pas si longtemps que cela, le guêpier afghan. Pour ceux qui l'auraient oublié, l'armée américaine a quitté Kaboul la queue entre les jambes. Comment se sortir de ce guêpier donc ? Eh bien, normalement, par une grande conférence de paix. Généralement, ce rôle était dévolu d'ailleurs d'organisation à la France. Mais voilà, avec Emmanuel Macron qui nous a grillés de partout, eh bien c'est terminé, les Russes ne veulent pas de nous, comme les Ukrainiens par ailleurs, nous sommes trop faibles. Alors, qui se lance dans cette organisation, ou tout au moins dans cette tentative ? Eh bien, l'Arabie Saoudite. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Slimane prévoit des pourparlers sur la guerre en Ukraine. Il consulte les Ukrainiens, il consulte les partis, bien que les Russes, pour l'instant, soient en retrait. C'est une affaire à suivre. Voilà, ce journal vient de se terminer. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.